Le matin du 12 novembre 1894, la bourse de Londres bruissait de l'agitation habituelle qui caractérisait le cœur financier de l'Empire britannique. Au milieu de cette foule de courtiers et de spéculateurs, deux silhouettes se distinguaient par leur immobilité studieuse. Sherlock Holmes, le détective consultant, et son fidèle compagnon, le docteur John Watson. Holmes observait avec une attention minutieuse les allées et venues d'un certain Reginald Thornby, soupçonné d'avoir orchestré une fraude d'envergure impliquant des actions ferroviaires fictives. Watson, moins captivé par les subtilités de la spéculation boursière, laissait son regard errer sur l'architecture imposante du bâtiment lorsqu'un homme distingué s'approcha d'eux d'un pas pressé. « Monsieur Holmes ?» demanda l'inconnu d'une voix grave, empreinte d'anxiété. « Pardonnez cette intrusion, mais on m'a assuré que je vous trouverais ici. Je suis Sir Edward Blackwood, avocat. » Holmes se tourna vers lui, ses yeux gris perçants jaugeant l'homme en une fraction de seconde. « Vous êtes venu directement de votre étude de Lincoln's Inn, remarqua-t-il. L'affaire qui vous amène est urgente, suffisamment pour négliger de changer de chaussures, malgré la pluie matinale. » Blackwood écarquilla les yeux, avant de baisser le regard vers ses souliers encore humides. « Votre réputation n'est pas surfaite, monsieur Holmes. En effet, l'urgence est extrême. Mon client, Armand Delacroix, le célèbre violoniste, vit une situation qui défie toute logique. »« Continuez, » encouragea Holmes, son intérêt manifestement éveillé. « Hier soir, le frère de M. Delacroix, Charles, courtier en valeurs mobilières de profession, est mort subitement. Il était en parfaite santé. » Blackwood marqua une pause, comme si les mots suivants lui coûtaient. La mort a frappé quelques heures après qu'il eut assisté à une répétition privée chez son frère. C'est la troisième mort inexplicable en une semaine, monsieur Holmes, toute liée à ce maudit violon. Watson intervint. 3 morts, mais c'est épouvantable. Un Stradivarius reçu anonymement, accompagné d'une partition ancienne, précisa Blackwood. Depuis qu'Armand joue cette musique, la mort semble danser à ses côtés. Scotland Yard parle de coïncidences tragiques, mais Delacroix est terrifié. Il refuse de toucher l'instrument et craint pour sa vie. Holmes échangea un regard avec Watson. « Cette affaire de fraude boursière devra attendre, mon cher Watson. Il semble que nous ayons une énigme autrement plus captivante. » 1 heure plus tard, le fiacre déposait Holmes et Watson devant une somptueuse demeure georgienne de Mayfair. La façade de briques rouges, ornée de balcons en fer forgé, témoignait de la fortune considérable que le talent musical d'Armand Delacroix lui avait procuré. Un majordome en livrée les conduisit à travers un vestibule au parquet de chêne ciré, jusqu'à un vaste salon dont les murs étaient tapissés de velours bordeaux. Armand Delacroix les attendait près de la cheminée, où crépitait un feu vif. C'était un homme d'une 40aine d'années, au visage émacié, encadré de cheveux noirs ondulés, qui commençaient à grisonner aux tempes. Ses longs doigts nerveux trahissaient l'artiste, mais ses yeux cernés et son teint blafard révélaient un homme rongé par l'angoisse. « Messieurs, je vous remercie d'être venus si rapidement, » dit-il d'une voix où perçait un léger accent français. « Je suis au bord du désespoir. 3 morts en 1 semaine, et je crains d'être responsable de ces tragédies. » Holmes
s'installa dans un fauteuil et joignit les mains sous son menton. « Sir Edward nous a brièvement exposé votre situation. Racontez-nous tout depuis le début, sans omettre le moindre détail, aussi insignifiant vous paraisse-t-il. » Delacroix se dirigea vers un guéridon, où reposait un étui de violon en cuir noir. Il l'ouvrit avec une révérence presque religieuse, révélant un instrument d'une beauté stupéfiante. Le vernis ambré du violon semblait capturer la lumière du feu, et même Watson, peu connaisseur en matière musicale, reconnut la perfection des proportions. « Il y a 8 jours, ce Stradivarius m'a été livré par un coursier, » commença le virtuose. « Aucune lettre d'accompagnement, aucune indication sur l'expéditeur. Seule cette partition était glissée dans l'étui. » Il tendit à Holmes un manuscrit jauni par le temps. L'écriture à l'encre brune, datant manifestement du siècle précédent, portait le titre « La complainte du damné ». Les marges étaient couvertes d'annotations en latin que Holmes parcourut avec intérêt. « Cantus mortis, anima damnata, ultio aeterna », murmura Holmes en déchiffrant les inscriptions. « Chant de mort, âme damnée, vengeance éternelle ». Dramatique, certes, mais les compositeurs du XVIIIe siècle avaient un goût prononcé pour le mélodrame. J'ai cru initialement à un cadeau d'un admirateur anonyme, poursuivit Delacroix, la voix tremblante. J'ai commencé à travailler cette partition mardi dernier. Le soir même, mon valet, qui m'assistait pendant ma pratique, est mort dans son sommeil. Arrêt cardiaque, a conclu le médecin. Jeudi, ma cousine Élisabeth, venue m'écouter. Répété, a fait une chute mortelle dans l'escalier en quittant ma demeure. Et hier, mon frère Charles. Sa voix se brisa. Watson s'approcha avec sollicitude. Ces morts sont-elles toutes survenues après qu'ils eurent entendu cette composition particulière? Oui, docteur. Chaque fois, ils avaient assisté à une répétition de « La complainte du damné ». Je n'ose plus toucher à cet instrument de peur d'attirer la mort sur d'autres innocents. Holmes se leva et examina le violon à la loupe, scrutant chaque centimètre du bois précieux et des cordes tendues. Holmes passe plusieurs minutes à examiner minutieusement le Stradivarius sous toutes ses coutures. Sa loupe se déplaçait méthodiquement le long du manche, s'attardant sur les cordes et le chevalet. Soudain, il s'immobilisa, les yeux rivés sur un point précis. « Watson, votre trousse médicale, je vous prie. » Le docteur s'empressa d'obtempérer. Holmes préleva délicatement sur les cordes de minuscules particules qu'il déposa sur une lamelle de verre. Après un examen attentif, son visage s'éclaira d'une satisfaction manifeste. Voilà qui est fort instructif. Monsieur Delacroix, ces cordes ont été enduites d'une poudre dont je reconnais la composition. Il s'agit d'un composé toxique qui pénètre l'organisme par le simple contact cutané. Watson se pencha sur l'échantillon. De la conitine, si je ne m'abuse. Un poison redoutable qui provoque des troubles cardiaques aigus. Mon Dieu, Holmes, cela expliquerait les symptômes que j'ai observés dans le rapport du médecin légiste concernant le frère de Monsieur Delacroix. Précisément, mon cher ami, les personnes présentes lors des répétitions auraient pu être contaminées par un contact indirect. Une poignée de main avec le violoniste après qu'il eut touché les cordes, ou même en manipulant des objets qu'il avait lui-même touchés. Delacroix porta une main tremblante à sa bouche. «
Mais qui aurait commis une telle abomination? Qui me haïrait au point d'assassiner mon entourage? Holmes arpenta la pièce, les mains croisées dans le dos. « Avez-vous des ennemis, monsieur? Des rivaux professionnels, peut-être » Le virtuose hésita avant de répondre. « Giuseppe Marconi, un violoniste italien que j'ai dépassé lors du concours international de Vienne l'année dernière. Il a très mal accepté sa défaite. Lors d'un dîner au Savoy, il m'a publiquement traité de charlatan et a juré de détruire ma carrière. Mais de là à commettre des meurtres. Les passions exacerbées conduisent souvent aux actes les plus extrêmes, observa Holmes d'un ton grave. Watson, nous devons nous rendre immédiatement chez ce Marconi. Sir Edward, pourriez-vous obtenir un mandat de perquisition de Scotland Yard? 2 heures plus tard, accompagné de l'inspecteur Lestrade, il pénétrait dans le modeste appartement de Giuseppe Marconi à Bloomsbury. Le violoniste, un homme au tempérament volcanique, protesta violemment contre cette intrusion. Mais ses cris s'étouffèrent lorsque Watson découvrit, dissimulé dans un placard de la cuisine, une collection de flacons et de poudre chimique. « Qu'est-ce que cela, monsieur Marconi » demanda Holmes, en brandissant un flacon étiqueté en italien. Marconi pâlit. Ce sont des produits pour l'entretien de mes instruments, de la colophane, des vernis. Holmes déboucha l'un des flacons et en huma prudemment le contenu. Son expression se durcit. De l'aconitine pure. Inspecteur Lestrade, je crois que vous avez votre homme. L'arrestation de Giuseppe Marconi fit grand bruit dans les cercles musicaux londoniens. Les journaux du soir titraient déjà sur le virtuose empoisonneur et la vengeance du maestro éconduit. Holmes, bien que satisfait de la rapidité avec laquelle l'affaire semblait résolue, conservait néanmoins une réserve inhabituelle qui n'échappa point à Watson. « Vous paraissez songeur, mon cher Holmes, » remarqua le docteur, alors qu'ils quittaient Scotland Yard, après avoir signé leur déposition. « L'affaire est pourtant close, n'est-ce pas ?»« Les faits concordent, certes, » répondit Holmes, en allumant sa pipe. « Et pourtant, quelque chose me tracasse. L'aconitine trouvée chez Marconi était pure, Watson, trop pure. Un musicien désespéré aurait-il les connaissances chimiques nécessaires pour se procurer une telle substance? Avant que Watson ne pût formuler une réponse, un gamin des rues accourut vers eux, agitant frénétiquement un télégramme. Holmes le décacheta, et son visage se figea dans une expression que Watson ne lui connaissait que trop bien, celle de la contrariété absolue. « Une 4e victime, » annonça-t-il d'une voix blanche, « le majordome de Delacroix, mort il y a 1 heure à peine. »« Mais c'est impossible, Marconi est sous les verrous depuis ce matin. » Holmes héla un fiacre d'un geste impérieux. « À Mayfair, et que le cocher fouette ses chevaux. » Ils trouvèrent la demeure de Delacroix, plongée dans le chaos. Des domestiques en larmes s'agitaient dans le vestibule, tandis que le virtuose, livide, était effondré dans un fauteuil du grand salon. Le corps du majordome, un homme d'une 60aine d'années au visage paisible dans la mort, reposait sur un sofa où on l'avait transporté. Watson s'agenouilla auprès de la dépouille et procéda à un examen minutieux. Même tableau clinique que les précédentes victimes, arrêt cardiaque brutal, mais Holmes
cet homme n'a jamais touché le violon, j'en suis certain. » « En effet, docteur, » confirma Delacroix d'une voix brisée. « Barnaby ne s'approchait jamais de mes instruments. Il se contentait de m'apporter du thé pendant mes répétitions. » Holmes se redressa brusquement, comme frappé par la foudre. « Pendant vos répétitions, dites-vous ? Était-il présent lors de toutes les séances où vous avez joué la complainte du damné ? » « Mais oui, naturellement. Il ne manquait jamais de... » « Et les autres victimes ?» l'interrompit Holmes avec une urgence croissante. « Votre valet, votre cousine, votre frère. Étaient-ils tous présents lors de répétitions spécifiques ? » Delacroix réfléchit intensément. « Maintenant que vous le mentionnez, oui. Mon valet était présent lors de ma première lecture complète de l'œuvre. Ma cousine Élisabeth est venue le jeudi, et j'avais travaillé le deuxième mouvement. Charles, mon frère, a assisté à la répétition du troisième mouvement hier. Et ce matin, j'ai joué l'intégralité de la partition en présence de Barnaby. » Holmes se précipita sur la partition posée sur le pupitre. Ses yeux parcouraient fiévreusement les pages, s'attardant sur les annotations latines. Watson observait son ami avec inquiétude, reconnaissant les signes d'une intense cogitation. « Watson, ma théorie de l'empoisonnement par contact était erronée, complètement erronée. Marconi est innocent. » Il se tourna vers Delacroix. « Ces morts ne sont pas le fruit du hasard, ni d'un poison physique. C'est la musique elle-même qui tue. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Delacroix se leva, vacillant. « La musique ? Vous voulez dire que cette partition serait véritablement maudite ? Point de malédiction, monsieur, mais de la science. Une science terrible et délibérée. » Le lendemain matin, Holmes fit mander le docteur Aldous Pemberton, éminent spécialiste en cardiologie de l'hôpital St. Bartholomew's, réputé pour ses travaux avant-gardistes sur les effets physiologiques des stimuli externes. Dans le salon de Baker Street, Holmes exposa sa nouvelle théorie avec cette précision méthodique qui caractérisait ses déductions les plus abouties. « Docteur Pemberton, certaines fréquences sonores peuvent-elles provoquer des troubles cardiaques mortels chez des sujets prédisposés ? » Le médecin, un homme corpulent aux favoris grisonnants, ajusta ses lunettes. « Assurément, monsieur Holmes. Mes recherches démontrent que des vibrations acoustiques spécifiques peuvent induire des arythmies fatales chez des patients souffrant de pathologies cardiaques latentes. Le cœur humain possède sa propre fréquence de résonance, voyez-vous. » Watson se pencha en avant, fasciné. « Vous suggérez qu'une composition musicale pourrait être conçue délibérément pour exploiter cette vulnérabilité. Théoriquement, oui. Les compositeurs baroques expérimentaient fréquemment avec les effets émotionnels et physiques de la musique. Certaines harmonies dissonantes, certains intervalles particuliers. Holmes brandit la partition de « La complainte du damné ». « Examinez cette œuvre, docteur. Remarquez-vous des particularités dans sa structure ?» Pemberton étudia les portées avec attention. « Extraordinaire, cette succession d'accords en notes graves, ces vibrations soutenues. C'est presque comme si le compositeur avait sciemment cherché à créer des interférences avec le rythme cardiaque naturel. » « Précisément mon hypothèse, » confirma Holmes en se levant. « Docteur Watson,
Avez-vous pu obtenir les dossiers médicaux des victimes? Watson sortit plusieurs documents de sa sacoche. Avec l'autorisation des familles, oui. Et Holmes, vos soupçons se confirment. Le valet de Delacroix souffrait d'une insuffisance mitrale non diagnostiquée. La cousine Élisabeth présentait une hypertrophie ventriculaire. Charles Delacroix avait consulté discrètement pour des palpitations chroniques. Quant au majordome Barnaby, son médecin personnel m'a confié qu'il suivait un traitement pour une angine de poitrine. 4 personnes, 4 pathologies cardiaques méconnues, murmura Holmes, les yeux brillants. L'expéditeur anonyme de ce violon connaissait ses faiblesses. Il a envoyé cette partition à Delacroix, en sachant parfaitement que son entourage serait exposé à ces fréquences mortelles. Mais qui pourrait posséder à la fois des connaissances musicales si pointues et des informations médicales aussi intimes? S'interrogea Watson. Holmes se tourna vers la fenêtre, observant la grisaille londonienne. Un médecin musicien, Watson. Ou peut-être quelqu'un ayant accès aux dossiers médicaux de ses victimes. Nous devons creuser le passé de la famille Delacroix. Les recherches de Holmes le menèrent dans les profondeurs poussiéreuses des archives de St. Michael's Church, à Cornhill, où reposaient les registres paroissiaux remontant au début du XVIIIe siècle. Accompagné de Watson et du révérend Whitmore, un érudit septuagénaire passionné d'histoire locale, il passa 2 jours à compulser d'innombrables volumes reliés de cuir craquelé. Ce fut le 3e jour, alors que la lumière déclinante de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, que Holmes poussa une exclamation de triomphe. « Watson, regardez cette entrée de 1748. » Le docteur se pencha sur le registre ouvert. L'écriture ancienne était difficile à déchiffrer, mais les mots étaient sans équivoque. Composition et première exécution de la complainte du damné par Lord Edmund Ashford en l'église de Saint-Michel, le 15 mars 1748, 3 jours avant son exécution pour le meurtre de Sir Thomas Delacroix. « Delacroix !» répéta Watson stupéfait. « Le même nom que notre client. » Le révérend Whitmore hocha gravement la tête. « Une affaire sinistre, messieurs. Lord Ashford était un aristocrate fortuné, également compositeur de talent. Il fut accusé d'avoir empoisonné Sir Thomas Delacroix lors d'un dîner, par jalousie, dit-on, car ce dernier avait gagné la main de la dame qu'Ashford convoitait. Le témoignage accablant de Delacroix lui-même, sur son lit de mort, scella le sort d'Ashford. Holmes feuilletait fébrilement les pages suivantes. Il existe sûrement d'autres mentions. En effet, poursuivit le révérend, Lord Ashford possédait un Stradivarius d'une valeur inestimable qu'il chérissait plus que tout. Après son exécution à Tyburn, l'instrument disparut mystérieusement. Certains disent que sa famille l'a caché, d'autres qu'il fut volé. Une légende locale prétend qu'Ashford aurait maudit son violon avant de mourir, jurant que sa musique apporterait la mort aux descendants de celui qui l'avait condamné. Watson sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Holmes, vous ne croyez tout de même pas à ces superstitions. » « Point de superstition, Watson, mais des faits troublants qui s'accumulent. » Holmes se tourna vers le révérend. « Monsieur Delacroix, notre client actuel, serait-il lié à ce Sir Thomas ?» Le révérend disparut dans une autre section des archives et revint avec un épais volume généalogique.
La famille Delacroix est bien documentée. Armand Delacroix descend directement de Sir Thomas, par son fils aîné. La lignée est ininterrompue. Holmes referma brusquement le registre, son visage exprimant une intense réflexion. Un Stradivarius appartenant aux Ashford réapparaît 2 siècles plus tard, accompagné d'une partition composée par Lord Ashford lui-même, et est envoyé aux descendants directs de l'homme qui causa sa mort. Les victimes sont toutes liées à ce descendant. Watson, nous ne sommes pas face à une malédiction, mais à une vengeance méticuleusement orchestrée à travers les siècles. « Mais par qui ?» s'exclama Watson. « Lord Ashford est mort depuis 150 ans. »« Par ses héritiers, mon ami. Par quelqu'un qui connaît cette histoire familiale et cherche à accomplir la vengeance promise. » Le télégramme arriva à Baker Street à l'aube du 4e jour. Son contenu glaça Holmes et Watson. Sir Edward Blackwood avait été découvert mort dans son bureau de Lincoln's Inn, terrassé par un arrêt cardiaque durant la nuit. L'inspecteur Lestrade sollicitait urgemment la présence du détective. « C'est incompréhensible, » marmonna Watson, en montant dans le fiacre. Blackwood n'a jamais assisté aux répétitions de Delacroix. Comment la théorie des fréquences acoustiques pourrait-elle expliquer sa mort? Holmes gardait un silence maussade, le regard perdu dans le brouillard matinal. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, Watson décela dans les traits de son ami une inquiétude profonde. 2 théories successives s'étaient effondrées. L'ombre du doute planait. Le bureau de Blackwood, situé au 1er étage d'un immeuble austère, offrait le spectacle désolant d'un homme fauché en pleine activité. L'avocat gisait affaissé sur son secrétaire, la tête reposant sur des documents épars. Son visage conservait une expression de surprise figée pour l'éternité. « Même tableau clinique », confirma Watson après un examen sommaire. « Défaillance cardiaque brutale. Mais Holmes, cet homme n'a jamais entendu la complainte du damné. Notre théorie acoustique s'effondre. » Holmes ne répondit pas. Ses yeux scrutaient la pièce avec cette intensité fébrile qui précédait ses plus grandes découvertes. Il se mit à fouiller méthodiquement les tiroirs du bureau, examinant chaque document avec une attention maniaque. Soudain, il extirpa d'un coffret en acajou une liasse de papier reliée par un ruban rouge. « Watson, regardez ceci. » Le dossier portait l'inscription « Succession Ashford, héritier légitime, confidentiel. » Holmes le parcourut rapidement, ses sourcils se fronçant à mesure qu'il progressait dans sa lecture. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il tendit le document à Watson. « Mon Dieu !» souffla le docteur, en découvrant le contenu. « La fortune des Ashford. Blackwood en était le dépositaire légal. Cette somme est colossale. Mais qui sont les bénéficiaires ?» Holmes pointa du doigt une liste de noms manuscrits sur la première page. Watson lut à haute voix « Charles Delacroix, Elizabeth Wentworth, née Delacroix, Thomas Barnaby, Edward Blackwood et... » Sa voix se brisa. « Et Armand Delacroix. » Tous les morts, Watson, tous sans exception, étaient les héritiers légitimes de la fortune Ashford. Holmes arpentait la pièce comme un félin en cage. Cette affaire n'a jamais été une vengeance ancestrale. Il s'agit d'un mobile autrement plus prosaïque, l'argent. Mais alors, qui ? Holmes se figea, son regard reflétant soudain une terrible compréhension.
Nous avons été aveuglés depuis le début, Watson. Le meurtrier n'est pas un descendant vengeur des Ashford. C'est celui qui avait tout à gagner de l'élimination successive de tous les héritiers. » Le silence qui suivit cette déclaration fut rompu par le rire amer de Holmes, empreint de l'amertume de celui qui reconnaît avoir été magistralement dupé. « Watson, je suis un imbécile. Depuis le début, nous avons dansé sur l'air que jouait notre marionnettiste. Et ce marionnettiste n'est autre qu'Armand Delacroix lui-même. » Watson sentit le sol se dérober sous ses pieds. Delacroix. Mais Holmes, c'est lui qui nous a engagés. Précisément, il a orchestré notre engagement par Blackwood, nous interceptant à la bourse par calcul, non par hasard. Holmes se leva, reconstituant furieusement le puzzle. J'ai été aveuglé par ma vanité. La poudre sur les cordes, Delacroix l'y avait placée. Les substances chez Marconi, du matériel légitime présenté pour susciter nos soupçons. Nous avons arrêté un innocent pendant que le véritable meurtrier nous félicitait. Mais les fréquences sonores, les pathologies cardiaques, trop parfaites, justement. Delacroix a construit couche après couche une explication scientifique plausible. L'histoire d'Ashford, la malédiction, la partition mystérieuse, un décor théâtral pour nous égarer. Holmes ouvrit le dossier de succession. Regardez ces dates. Chaque victime a été éliminée juste avant de revendiquer officiellement sa part d'héritage. Charles devait signer le 7 octobre. Il meurt le 6. Élisabeth avait rendez-vous le 10. Elle tombe mortellement le 9. « De la digitaline, murmura Watson. Elle provoque exactement les symptômes d'une crise cardiaque. » Exactement. Delacroix avait mille occasions d'administrer ce poison. Un thé offert à son frère, un cognac après les répétitions, le café matinal du majordome Barnaby. Holmes examina la tasse de Blackwood avec un papier réactif qui vira au violet. Digitaline concentrée. Blackwood a été empoisonné hier soir lors d'une visite de Delacroix. Mais pourquoi? Sa fortune, son talent. Holmes brandit des relevés bancaires. Delacroix est ruiné. Dette de jeu astronomique. Investissement désastreux. Il devait 50 000 livres. La succession Ashford valait 300 000 livres, partagées entre 5 héritiers. En éliminant les 4 autres, il devenait l'unique bénéficiaire. Le Stradivarius? Un faux habilement vieilli. La partition? Une composition récente sur papier ancien. Tout cela pour créer une atmosphère surnaturelle détournant les enquêteurs de la vérité. Un homme cupide éliminant ses rivaux pour un héritage. Holmes serra les poings. J'ai sous-estimé notre adversaire. Cette faute a coûté la vie à Blackwood. Elle ne coûtera pas celle d'autres innocents. Holmes et Watson quittèrent le bureau de Blackwood en trombe. Mais la demeure de Delacroix était déserte. Un domestique affolé leur apprit que le virtuose était parti pour le Royal Albert Hall, où il devait donner un concert exceptionnel ce soir même. « Il compte fuir », déclara Holmes. « Vite, Watson !» Accompagnés de l'inspecteur Lestrade et de 4 constables, ils arrivèrent au Royal Albert Hall, où près de 3000 spectateurs s'étaient rassemblés. Sur la scène baignée de lumière, Armand Delacroix se tenait seul, son violon à la main, le visage étrangement serein. « Mesdames et messieurs, » annonça-t-il d'une voix portante, « ce soir, je vais interpréter la complainte du damné, partition inédite
du XVIIIe siècle. Arrêtez cette mascarade, Delacroix. Holmes s'élança dans l'allée centrale. Un murmure scandalisé parcourut l'assistance. Le virtuose leva les yeux, un sourire énigmatique aux lèvres. « Monsieur Holmes, je vous attendais. Les ports sont surveillés, les gares également. Vous êtes un meurtrier qui a assassiné 4 personnes pour s'emparer d'un héritage. » Un tumulte éclata. Holmes monta sur scène avec autorité. « Vous avez empoisonné votre frère Charles avec de la digitaline mélangée au cognac. Votre cousine Élisabeth en a reçu dans son thé, le majordome Barnaby dans son café matinal, et hier soir, Sir Edward Blackwood dans son porto. » La salle se figea dans un silence absolu. 4 meurtres méthodiques, car ces personnes étaient les seuls obstacles entre vous et l'héritage Ashford. 300 000 livres pour éponger vos dettes de jeu catastrophiques. Cette histoire de malédiction, ce violon maudit, n'était qu'une mise en scène. Holmes sortit un flacon de sa poche. « J'ai fait analyser vos verres à liqueur. Tous contenaient de la digitaline. Et ce prétendu Stradivarius a été expertisé ce matin par Tobias Hermann. » Il se tourna vers l'assistance. « Ce violon n'a pas 3 siècles. Il a été fabriqué il y a 6 mois par un faussaire milanais nommé Giovanni Rossetti. Les registres bancaires prouvent que M. Delacroix lui a payé 2000 livres il y a 3 mois. » Le visage de Delacroix se décomposa. « La partition elle-même, continua Holmes implacablement, a été rédigée sur papier ancien, mais l'encre date de quelques semaines. Un test chimique l'a confirmé. Vous avez créé une fiction élaborée, Delacroix. » Le virtuose recula, cherchant désespérément une issue. Soudain, il se précipita vers les coulisses. Mais l'estrade et ses constables surgirent des 2 côtés, bloquant toute retraite. « Armand Delacroix, je vous arrête pour les meurtres de Charles Delacroix, Elizabeth Wentworth, Thomas Barnaby et Sir Edward Blackwood. » Delacroix s'effondra à genoux, le violon roulant sur les planches. Ses sanglots n'étaient plus ceux d'un acteur, mais la détresse authentique d'un homme brisé. Watson rejoignit Holmes. « Vous avez résolu l'énigme. »« Trop tard pour épargner Blackwood, » répondit Holmes avec amertume. « J'ai été aveuglé par ma vanité. Delacroix m'a manipulé, jouant sur mes certitudes. » Alors que les constables emmenaient le meurtrier, Holmes ramassa le faux Stradivarius et l'examina une dernière fois. Pièce à conviction. Ils quittèrent le Royal Albert Hall dans la nuit londonienne. « Une leçon d'humilité, Watson, » murmura Holmes en allumant sa pipe. « Le plus grand danger pour un détective n'est pas l'intelligence du criminel, mais sa propre arrogance. » Le brouillard avala leur silhouette, tandis que Londres reprenait son cours éternel, indifférente au drame qui se jouait dans ses entrailles.